Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 16 mars 2025. On commence tout de suite avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué samedi une visite dans la cité du Dit Ramadan, ou à l'Ashr Ramadan, où il a assisté à la remise des contrats de logement, d'unités de logement dans le cadre de l'initiative présidentielle Logement pour tous les Égyptiens. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli, accompagné de sa délégation, a inspecté des modèles d'unités de logement dans le cadre de l'initiative présidentielle Un logement pour tous les Égyptiens, destiné aux catégories à revenus moyens et faibles, et ce lors de sa tournée dans la ville du 10 de Ramadan. Le Premier ministre a tenu à visiter un modèle d'unité de logement de 90 mètres carrés, logement social, situé à l'est du quartier Andalous, dans la ville du Dir de Ramadan, faisant partie du projet Un logement pour tous les Égyptiens, volés et des revenus faibles. À cette occasion, Moustapha Madbouli a écouté une présentation de l'ingénieur Chérif Echelbini, ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, qui a expliqué que les 125 résidences ont été livrées, tandis que les travaux d'infrastructure sont achevés à 100%. Le ministre a ajouté que la zone des 125 immeubles comprend 2 marchés, dont un est achevé et l'autre en cours de finalisation à 90%. Elle comprend également 2 écoles, l'une terminée et l'autre en construction, ainsi qu'une crèche et une unité de santé en cours de réalisation. L'ingénieur May Abdelhamid, directrice générale du Fonds du logement social et de soutien au financement immobilier, a ensuite présenté l'état d'avancement des unités de logement social dans la ville du 10 de Ramadan. Elle a indiqué que le total des unités dans cette catégorie, jusqu'à la 6e phase, s'élève à 80 736 unités, dont 67 288 ont été achevées et 14 448 sont en cours de construction. Le Premier ministre a également inspecté des modèles d'aménagement paysager autour des immeubles de logement social dans la zone est du quartier Andalous et a salué la qualité des travaux réalisés. Il a ensuite visité un modèle d'unité de logement de 120 mètres carrés dans des immeubles du volet des revenus moyens dans la ville du 10 de Ramadan. Après cela, il a examiné un modèle d'aménagement paysager et a exprimé son appréciation pour la qualité des réalisations. À cette occasion, le Premier ministre a écouté une nouvelle présentation du ministre du Logement concernant les composantes du projet. Il a précisé que la zone comprend un total de 82 immeubles, dont 68 sont actuellement en construction. L'ingénieur May Abdelhamid a également présenté l'état d'avancement des unités de logement de revenus moyens dans la ville du 10 de Ramadan. Elle a expliqué que ce volet comprend un total de 1632 unités, dont 1056 ont été achevées et 576 sont en cours de construction. Et le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelghati, a accueilli l'assistant du secrétaire général des Nations Unies et directeur du bureau régional des États arabes au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Lors de cet échange, le ministre Abdelghati a exprimé son inspiration à soutenir le programme des Nations Unies pour le développement dans la mise en œuvre du plan arabe de reconstruction de Gaza. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a reçu Abdallah Dardari, secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur du bureau régional des États arabes du programme des Nations Unies pour le développement. Cette rencontre visite à discuter du plan arabe de reconstruction de Gaza ainsi que de la conférence ministérielle du Caire sur le relèvement précoce et la construction de Gaza. Le ministre Abdelghati a exprimé son souhait de voir le programme des États membres du programme des Nations Unies pour le développement soutenir la mise en œuvre du plan arabe de reconstruction de Gaza et de tirer parti de l'expertise disponible, notamment dans la phase de relèvement précoce en préparation à la reconstruction du territoire. Il a tenu à explorer les contributions potentielles à la mise en œuvre de ce plan
Soulignant l'importance du soutien du programme à la conférence ministérielle du Caire sur la reconstruction de Gaza, organisée conjointement avec les Nations Unies et le gouvernement palestinien. S'agissant de la coopération bilatérale, le ministre des Affaires étrangères a exprimé son appréciation pour le rôle majeur du PNUD dans le soutien aux efforts de développement en Égypte. Il a également manifesté son souhait de voir le programme accroître ses contributions dans les mois à venir en appui aux initiatives gouvernementales, en particulier celles visant à créer des opportunités d'emploi, à attirer les investissements étrangers et à accroître la production, renforçant ainsi les chances d'atteindre les objectifs de développement durable conformément aux priorités du gouvernement égyptien. Le ministre Abdelhati a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts des Nations Unies pour promouvoir le développement durable dans la région arabe, notamment face aux défis politiques, sécuritaires, économiques et sociaux actuels. Il a souligné le rôle de l'Égypte en tant que partenaire clé du PNUD dans la mise en œuvre de ces efforts, en travaillant constamment au renforcement de la coopération et à l'échange d'expertise, afin d'assurer des résultats concrets et positifs sur le terrain. De son côté, le responsable onusien a exprimé la grande appréciation des Nations Unies pour les efforts sincères déployés par l'Égypte dans l'élaboration du plan de relèvement précoce et de reconstruction de Gaza, adopté par le sommet arabe extraordinaire et la réunion ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique. Il a affirmé la disposition du PNUD à fournir tout le soutien technique et logistique nécessaire dans la prochaine phase afin de garantir le succès de la conférence de reconstruction en Égypte. Il a également mis à la disposition de l'Égypte l'expertise accumulée du PNUD en matière de relèvement précoce et de reconstruction afin de contribuer à la mise en œuvre du plan arabe. Et alors que le 8 mars est mondialement reconnu comme Journée internationale de la femme, l'Égypte célèbre le 16 mars la Journée de la femme égyptienne. Le 16 mars a été choisi pour la Journée des femmes égyptiennes en raison de son importance historique, marquant la manifestation des femmes du 16 mars de l'année 1919. Ce jour, les femmes de toutes les classes sociales sont sorties de leur harem voilées pour descendre dans la rue pour manifester. Alors, les événements du 16 mars ont servi de catalyseur pour inciter un plus grand nombre de femmes à manifester contre l'occupation britannique dans les jours suivants. L'histoire du 16 mars 1919 rappelle constamment la lutte pour les droits et l'égalité des femmes égyptiennes, une lutte qui continue d'être menée à ce jour. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaban, qui est professeur à l'université de Ain Shams et membre du programme présidentiel de développement des jeunes. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de la femme égyptienne, on parle je dirais, le pilier du foyer de l'Égypte, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. En fait, mais on ne va pas dire la moitié de la société, mais comme vous l'avez bien dit, c'est un des piliers principaux de notre société parce qu'elle est en fait responsable pour le second moitié. C'est vrai qu'il y a, selon les statistiques, il y a un grand pourcentage de femmes et surtout des jeunes, c'est-à-dire au niveau des universités, hein, si moi je parle, tant que je suis professeur à l'université, il y a tellement de femmes que des étudiants, que des étudiantes que des étudiants. Oui. Et donc, c'est important parce que c'est pas seulement la moitié de la société, mais elle est responsable pour l'autre moitié, en fait. Oui, oui. Également, la première dame d'Égypte, Mme Tsar el-Sisi, a célébré la journée égyptienne ou de la femme égyptienne en honorant une kyrielle de femmes égyptiennes inspirantes, je dirais, si vous pouvez nous parler là-dessus.
Oui, parmi en fait le choix de ces femmes a été stratégique à mon avis parce qu'ils ont choisi des femmes qui ont bien inspiré leur domaine. À titre d'exemple, il y avait une sportive de haut niveau, Oui. handicapée, qui a participé dans les Jeux Paralympique. oui, Oui. voilà, paralympiques. Une fois, deux fois, plusieurs fois, elle a très bien représenté l'Égypte. Elle a accueilli des médailles de D'or. bronze, d'or, Oui. voilà. Et plusieurs fois. Alors, c'est vraiment une personne, à mon avis, très, très inspirante, Oui. qui s'appelle Rihab. Je ne me rappelle pas de son nom de famille, mais voilà. On la salue. Mais, oui, encore, à titre d'exemple, la conseillère ou Madame Amal Ammar, qui est la présidente du Conseil national des femmes, elle est aussi une juge très inspirante dans son domaine et qui a également inspiré et influencé ce domaine, qui n'avait pas beaucoup de juges femmes en ce moment et jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup. Et donc, c'est un choix, à mon avis, stratégique parce que chacune de ces femmes, elle représente un domaine particulier, elle représente une inspiration particulière dans ce domaine de son travail. C'est très important. Alors, à mon avis, le choix était important, était stratégique. Oui, je pense que la femme égyptienne a eu ou a obtenu ses droits depuis le début du XXe siècle, même avant la femme européenne et la femme américaine. C'est vrai que la femme égyptienne, elle était pionnière en ce qui concerne le droit de vote, par exemple, qui était en 1956. La femme, et lorsqu'on trouve l'histoire, lorsqu'on lit l'histoire, c'est vraiment une histoire inspirante parce qu'elle a pris ce droit, c'est un droit politique. Toutes les constitutions du monde incarnent ce droit. Et la femme égyptienne l'a pris par une révolte, une vraie révolte. C'était pas du tout évident parce que une ou deux parlementaires à l'époque qui s'appelait, je me rappelle pas exactement de son nom, mais c'était une parlementaire qui a ouvert la porte du Parlement pour dire que les femmes égyptienne doit avoir un de ses droits politiques qui est le droit de vote. En fait, c'est vraiment inspirant. Les femmes de l'époque, elles étaient vraiment courageuses de faire tout ça. Ça pourrait être maintenant acceptable. Je vais pas dire même accepté, ça pourrait être acceptable, mais vraiment à l'époque, c'était vraiment une révolte, c'était un tabou, oui, un tabou pour la société. Un tabou pour la société dans le temps. Oui, certainement. Et certainement jusqu'à maintenant, par exemple, maintenant, à titre d'exemple, en ce qui concerne le domaine juridique et surtout des juges, il n'y a pas beaucoup des juges femmes. Ils ont commencé seulement ces dernières années, c'est-à-dire ces 4 ou 5 ans. Mais à l'époque, c'était pas du tout évident. Il y a toujours des domaines qui sont vraiment dominés par des hommes. Mais les femmes, en ce moment-là, commencent à prendre des pas. Et donc, imaginons ou comparons ceci à l'époque, je pense que c'est extraordinaire, des pas vraiment courageux. C'est pour ça qu'on appelle cette époque, c'est l'époque des femmes pionnières, parce qu'elles ont commencé à de prendre des pas, même au niveau mondial ou au niveau international, c'était pas le cas. Moi, je me rappelle que quand j'ai travaillé sur ce sujet, le droit des votes, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de pays européens où les femmes ont eu le droit des votes après l'Égypte. Alors je me suis dit, les femmes égyptiennes de l'époque, elles étaient vraiment des femmes d'or, des femmes pionnières. Et je pense que la société égyptienne était prête à accueillir la femme avec son plein droit, je dirais. À l'époque ou maintenant, en ce moment? À l'époque, c'était quelque chose de nouveau, mais je pense qu'il y avait de la tolérance envers la femme dans le temps.
Peut-être que les femmes intellectuelles, c'est-à-dire Oui. ils avaient en fait des justifications, c'est-à-dire pas toutes les femmes avaient tous les droits, ou pas toutes les femmes qui pouvaient prendre ces pas courageux. Ouais. C'est-à-dire c'était plutôt, à mon avis, d'après mon analyse, elles étaient vraiment des femmes politiques, des femmes intellectuelles avec une certaine éducation, une certaine famille, etc., qui ont ouvert les portes pour les autres femmes. Oui. Maintenant, on est sur une autre onde, à mon avis, c'est une autre onde où toutes les femmes, et surtout parce qu'il s'agit d'une volonté politique d'autonomiser les femmes, Certes. et donc toutes les femmes commencent à avoir tous les droits. Oui. C'est Oui. pas du tout la même hypothèse. Oui, Parce certainement. c'est pas... Certainement. Docteur Yossel Chaban, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Pour la 11e année de suite, les habitants du quartier de Matareya, une banlieue du nord-est du Caire, partagent leur iftar dans la rue le 15e jour du Ramadan. Ils se réunissent dans une ambiance festive où tous les habitants collaborent à la préparation de l'iftar. L'iftar, ou la rupture du jeûne pendant le mois du Ramadan de cette année, a attiré des ministres, des fonctionnaires et des célébrités, des stars même du sport et même des ambassadeurs étrangers, tous unis dans la joie de ce repas communautaire. Le ministre des Waqf, Dr Oussam Al-Azhari, et la ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Morsi, ont rejoint des milliers de résidents lors du plus grand iftar de rue d'Égypte, dans une ambiance communautaire chaleureuse dans ce quartier densément peuplé de Matareya. Cet événement reflète l'esprit de solidarité au cours du mois sacré du Ramadan dans l'un des quartiers égyptiens où les rues sont décorées et remplies de lanternes traditionnelles du Ramadan et l'atmosphère est conviviale et chaleureuse. L'événement est devenu une tradition populaire du mois de Ramadan et a lieu régulièrement le 15e jour du mois sacré du jeûne musulman, le Ramadan. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.